On va continuer de parler de toutes ces thématiques avec Hortense Lacroix. Elle nous rejoint pour Mon Pensée Rebelle. Bonjour Hortense. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Vous allez rendre votre verdict face au marché, face à la situation aussi entre les États-Unis et l'Europe dans un instant. Ce verdict que vous allez livrer, ce moment qu'on va vivre, est-ce que vous l'assumez ? Je l'assume complètement. On vous écoute. J'estime, et je l'assume, que le marché fait preuve d'un peu trop de complaisance dans un environnement extrêmement imprédictible. Waouh. Avec les menaces tarifaires de Donald Trump sur l'Europe, vous estimez les marchés encore trop hauts, Hortense ? Alors, trop haut, ou en tout cas la prime de risque est assez étrangement comprimée. On a l'impression que le marché traverse toutes les bombes que Donald Trump peut mettre sur le terrain de la prévisibilité économique d'un chef d'entreprise sans trop se faire de soucis. Alors, peut-être à raison, mais peut-être à tort. Donc, c'est un marché qui a, grosso modo, si on prend le marché action européen, qui a été haussier quasiment depuis Liberation Day, avril dernier. Entre-temps, je rappelle, alors en partie du fait du dollar qui a beaucoup baissé, mais on partait sur des attentes au début 2025 de croissance bénéficiaire à 2 chiffres pour les entreprises. Et puis finalement, on a fini l'année avec une croissance absolument nulle. Donc pendant ce temps-là, toute cette hausse de marché, ça se traduit par ce qu'on appelle un re-rating, c'est-à-dire que le marché est de plus en plus cher en multiples. Oui. Il faut absolument que cette année, on l'ait, notre croissance. Alors, tous ces petits événements qui, certes, individuellement, sont peut-être pas l'apocalypse, créent quand même un climat d'incertitude qui n'est pas propice à des décisions d'investissement engageantes. Oui. Donc, manque de visibilité, le brouillard, vous choisissez plutôt la prudence, on ralentit, ou au contraire, on se dit, si le marché tient, peu ou prou, c'est qu'il y a quand même des raisons, qu'il est plus costaud qu'on l'imaginait, qu'il y a une vraie résilience peut-être amenée du coup à durer, parce que ça fait maintenant 1 an que Donald Trump est là et on est toujours proche des records. Donc la résilience, elle est bel et bien prouvée et approuvée manifestement. Ça tient. Alors moi, j'avoue que je me suis beaucoup interrogée sur comment se fait-il que les marchés accordent... Pour moi, il y a 2 hypothèses. Soit les marchés considèrent que Donald Trump, c'est un matador qui crie très fort, mais qui finalement, à la fin, recule, parce qu'il a quand même toujours dans le viseur ce que les marchés penseront de ce qu'il fait. Il ne peut pas se permettre d'être complètement à l'envers du pouvoir d'achat des Américains, de l'effet de richesse qui est offert par la bourse. Donc on voit qu'effectivement, quand le marché a une sanction un peu trop sévère de ses actions, il a tendance à reculer. C'est le fameux Trump always... chickens out, le fameux taco là qui revient un petit peu. Et puis à mesure qu'on se rapproche des midterm élections, finalement, de plus en plus, je pense, les gens se disent le soutien domestique est assez faible. Il s'est déjà mis quand même beaucoup de zones à dos. On ne parle pas de la Chine et de la Russie, c'est évident, mais finalement les pays du Sud sont assez globalement complètement anti-occidentaux du fait de ses actions. Il a quand même retourné une grande partie Donc si maintenant il se met à dos l'OTAN lui-même, ça fait peut-être un peu beaucoup. Donc les gens ont du mal vraiment à penser qu'il ira jusqu'au bout de ses menaces. Il arrive même à se mettre à dos l'allié le plus fidèle, le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, le Canada, enfin effectivement, on se dit il peut pas... Tout simplement. C'est une superpuissance, c'est une économie magnifique, mais il peut quand même pas fonctionner tout seul sur la scène économique globale. Donc, alors malgré tout, là, à court terme apparaît sur le marché un Trump trade, mais volume 18 à peu près, avec des valeurs liées aux télécoms, aux satellites et à la défense qui sont en forte hausse, qui résistent bien malgré la baisse des marchés là en ce moment, alors que les valeurs les plus exposées, celles qui pèsent le plus lourd, c'est le luxe, c'est la tech européenne qui souffre et qui pourtant pourrait récolter les fruits de la situation. Alors effectivement, la tech, on pourrait se dire que si l'Europe prend conscience de la nécessité d'avoir une souveraineté, les investissements seront dirigés vers ces sociétés-là. Mais alors encore faut-il qu'elles aient les technologies. Ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Je pense que là, exactement, Antoine, tout à fait d'accord, c'est vraiment ça le problème. Si on se rappelle un petit peu les dernières fois, parce qu'en fait, les investisseurs demandent que ça, de financer de la souveraineté. C'est extrêmement... on a l'impression d'investir sur des choses durables et de reconstruire vraiment une économie. Mais si on prend un exemple, une société qu'on aime beaucoup en Allemagne qui s'appelle Ionos, je ne sais pas si vous vous souvenez, en avril 2024, Ionos a signé un contrat avec le gouvernement allemand de 400 millions d'euros pour faire un data center souverain, ultra sécurisé, magnifique. Bon, 18 mois après, on n'en a pas entendu, on n'en a pas vu un euro. Donc en fait, systématiquement, c'est quand même décevant. C'est toujours très enthousiasmant d'un point de vue intellectuel, mais ce sont des choix qui sont difficiles à faire pour les États eux-mêmes, puisqu'en fait, ce sont des investissements extrêmement lourds et ils ont des systèmes d'appel d'offres qui, a priori, privilégient toujours le mieux-disant.
Ah oui, alors on peut regarder valeur par valeur, hein, celles qui bénéficient de ce regain de tension entre Américains et Européens. Sur le Groenland notamment, Eutelsat, les satellites, essayer de bâtir une souveraineté européenne. Eutelsat gagne 15%, aujourd'hui SES gagne 2%. OVH dans le cloud, hein, OVH gagne 10% en ce moment. On a aussi toutes les valeurs de défense. Hein. Thales gagne encore 1%, Dassault Aviation plus 3%. On n'est pas surpris par tout ça. Et puis Antoine le disait, toutes ces valeurs qui sont immunisées, qui ne subissent pas les évolutions tarifaires, douanières. Orange par exemple, Orange également surperforme aujourd'hui. Tout ça vous paraît pleinement logique, Hortense ? Il y a une lecture assez logique, effectivement, qui est l'Europe doit prendre en main sa souveraineté et en attendant, à court terme, on se met à l'abri sur des choses qui sont sur des sociétés qui ne seront pas directement menacées par ces tarifs supplémentaires. Un de nos auditeurs aussi nous signale, c'est Ricky, Calray, vous la suivez, 26% de hausse aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Oui, alors Calray a une volatilité toujours très très forte. D'accord, donc on va rester super prudent sur Calray, bien sûr. Et puis les valeurs à la baisse, les valeurs du luxe, elles très exposées aux droits de douane américains. Absolument. Ouais, LVMH perd 4,2% aujourd'hui. LVMH qui publiera, ça y est, on connaît la date de publication de ses résultats, de son chiffre d'affaires, sera la semaine prochaine, mardi 27. LVMH, Brunello Cucinelli perd 3% aussi, on a Hermès qui perd 3%. Voilà. Et le luxe a quand même beaucoup remonté récemment, donc aussi on part d'un niveau relativement élevé. On a eu la semaine dernière la publication de Richemont qui avait un petit peu déçu, notamment en expliquant que les perspectives en Chine, c'était plutôt le ralentissement que la réaccélération, des marges un petit peu décevantes. Donc on part... on a un ensemble de choses qui convergent. Est-ce que fondamentalement, structurellement, cette résilience des marchés n'est pas aussi due à leur extrême sagesse d'une certaine façon? On a longtemps, pendant des décennies, dit le marché est passage. Et puis, par exemple, quand il y a eu la crise iranienne, quand les Américains sont venus bombarder les sites nucléaires iraniens il y a quelques mois, on se disait mais pourquoi les marchés ne réagissent pas davantage? Et finalement, on voit que le monde n'a pas chaviré complètement. Et les marchés avaient eu raison de ne pas chavirer plus que ça. Et là, on voit que c'est pareil, le marché ne chavire pas complètement. Est-ce qu'il relativise l'impact potentiel des droits de douane dont nous menace Donald Trump? Moi, je pense effectivement, et nos équipes ne sont pas particulièrement inquiètes. C'est pas un jour où on a fait tourner énormément les portefeuilles pour se désexposer des valeurs exportatrices. Il n'y a pas eu de mouvement particulier. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, si on prend un petit peu de recul par rapport à l'ensemble des valeurs cotées en Europe, les exportations de l'Europe vers les États-Unis représentent à peu près 20% du chiffre d'affaires de ces sociétés. Dans ces 20%, il y a 7% de services. Il y a une petite dizaine de pourcents de biens manufacturés mais qui sont fabriqués sur place et il ne reste que 5% finalement de ventes de ces sociétés européennes vers les États-Unis qui sont réellement exportées et transportées, donc soumis à ces tarifs. On estime à peu près, sur une croissance bénéficiaire attendue à 12% sur l'ensemble de l'Europe, on estime que ça aurait un impact de 1 point si on mettait en place les 10% de tarifs supplémentaires annoncés ce matin. Voilà, Hortense Lacroix avec nous aujourd'hui. Hortense Lacroix pour Montpensier Arbevel. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci Guillaume.